Elle a fait teinter son verre contre l'évier si fort que j'ai cru qu'il allait se fissurer. Tu m'entends, n'est-ce pas? Je te quitte, enfin. Elle a répondu, il était temps. Puis ce petit rire, sec et acide, comme si elle venait de marcher sur la tombe de quelqu'un et trouvait ça drôle. J'ai coupé le son du jeu, non pas à cause d'elle, mais parce que j'avais déjà vu cet épisode de notre mariage une centaine de fois. Ça finissait toujours de la même manière, elle ricanant, moi silencieux, et une vague menace de tout prendre, lancée en l'air comme des confettis. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais pas anesthésié. Je n'étais pas triste. J'étais juste prêt. Je me suis levé, je suis passé devant elle pour aller à la cuisine et j'ai commencé à remplir le lave-vaisselle. Sans colère, sans drame, juste calme, méthodique. J'ai même pré-rincé son verre à vin taché de rouge à lèvres. Elle a bu une autre gorgée, appuyée sur l'îlot central. Ne rends pas les choses compliquées. Nous savons tous les deux que tu partiras sans rien. C'est comme ça que ça se passe, non? Tu garderas tes chaussettes et peut-être ce bonsaï bizarre que tu aimes tant. Je me suis arrêté. Ce fichu bonsaï. Il était près de la fenêtre, à moitié mort, comme notre mariage. Mais je continuais de le tailler quand même. Peut-être que je m'identifiais à lui, taillé trop de fois, mais toujours debout. Je l'ai regardé. Tu as raison. Je ne veux rien qui ne soit pas à moi. Elle a haussé un sourcil comme si elle ne comprenait pas tout à fait. Puis elle a eu un sourire en coin. C'était son tic révélateur. Toujours. Ce sourire en coin. Ce petit tic facial qu'elle arborait chaque fois qu'elle pensait avoir déjà gagné. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire, je vais juste dire ceci. La plupart des gens qui écoutent ne s'abonnent jamais, et ce n'est pas grave du tout. Mais si vous le faites, cela aide notre équipe à continuer de raconter ces histoires comme elles méritent d'être racontées, discrètement, avec acuité, sans fioriture. Elle est sortie de la pièce en fredonnant comme si c'était une marche victorieuse. Mais son verre a laissé un petit cercle sur le comptoir, le vin rouge s'infiltrant dans le granit comme une tache qui ne partirait jamais. Approprié. Je pensais qu'elle n'avait pas remarqué que j'avais déjà cessé de contribuer au compte joint, ou que les clés qu'elle m'avait jetées la semaine dernière n'avaient jamais quitté ma poche, ou que le « nous » auquel elle faisait constamment référence avait expiré il y a 6 mois, quand j'ai trouvé le reçu d'un bracelet à $600, gravé, rien de moins, dans sa boîte à gants, qui ne m'était pas destinée. D, pour toujours j'ai, disait-il. Ce n'est pas le reçu qui m'a eu. C'était l'emballage. Sterling & Pratt, un bijoutier de l'autre côté de la ville, dont elle pensait que j'ignorais l'existence. Le même bijoutier chez qui j'avais acheté son collier d'anniversaire il y a 5 ans. Celui qu'elle avait trouvé un peu banal. Cette nuit-là, après avoir rangé le reçu, j'ai sorti un classeur verrouillé du placard. Celui derrière l'aspirateur, camouflé par des pièces IKEA cassées et de vieux dossiers fiscaux qu'elle ne prenait jamais la peine de regarder. À l'intérieur se trouvaient des copies de mes. Des transactions. L'acte de renonciation de 2011 qu'elle avait signé sans le lire parce que les questions fiscales lui donnaient mal à la tête. Des relevés de compte bancaire du trust que mon père m'avait laissé, intact, offshore et protégé par suffisamment de couches de confidentialité pour provoquer un anévrisme à un agent du fisc. Et une carte de visite, noire avec des lettres dorées en relief, Braden Wolf, associé, Peutran & Wolf LLP. Je n'avais pas parlé à Braden depuis 10 ans, mais la loyauté est une chose qui reste chez les gens comme lui, surtout quand vous avez un jour sauvé son cabinet d'un procès pour faute professionnelle d'1 milliard de dollars en lui remettant un disque de serveur manquant que personne d'autre ne pouvait trouver. La carte était soigneusement posée sur le classeur. Qu'elle me croit faible. Qu'elle pense que j'entrerai seul au tribunal, maladroit et pathétique. Qu'elle continue de ricaner avec son vin, son bracelet secret et ses messes basses à Jenna, parce que le jeu qu'elle pensait que je perdais, j'en avais déjà réécrit les règles, et la salle d'audience n'était que la scène d'ouverture. La montée en ascenseur jusqu'au 23e étage était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement des câbles qui me tiraient vers le haut. Pas de musique, pas de distraction, juste mon reflet sur les murs en métal brossé. Des yeux fatigués, plus vieux que dans mon souvenir, mais plus vifs aussi. Le genre de vivacité qui vient après des années passées à rester silencieux et à observer attentivement. Le bureau n'était répertorié dans aucun annuaire. Aucune plaque sur le bâtiment, juste un nom chuchoté au téléphone et une heure, 9 heures. Quand je suis sorti de l'ascenseur,
la réceptionniste m'a salué sans me demander qui j'étais. Monsieur Jameson, on vous attend. Je l'ai suivi dans un couloir étroit qui sentait légèrement le cèdre et l'encre. Le genre d'endroit où les stylos coûtent plus cher que votre prêt immobilier, et où le silence n'est pas gênant. Il est tactique. La salle de conférence était petite mais méticuleuse. Pas de fenêtre. Une longue table. 3 associés déjà assis, leur veste encore boutonnée. J'ai posé le dossier en cuir sur la table. Mince, précis, des années de préparation. Ils l'ont ouvert. N'ont pas dit un mot pendant la première minute. Ils ont juste tourné les pages, scanné, hoché la tête. Puis le plus âgé, Wesley Crane, je crois, a eu un petit rire étouffé et a dit « Votre timing est parfait. Vous avez bien structuré tout ça en 2004. » Très avant-gardiste. J'ai esquissé un demi-sourire. Je savais que ce jour viendrait. Je ne pensais juste pas qu'elle appuierait sur la gâchette en portant le bracelet de ma mère. Ils n'ont pas demandé de clarification. Wesley a continué à feuilleter. Le trust à la succursale des Caïmans est toujours actif. Le transfert du bien immobilier à Timberlin Holdings LLC a été propre. L'acte de renonciation, une touche brillante. Et ça. Il a sorti une seule page de l'arrière. C'est avec ça que nous commencerons. Il a brandi la photo du condo, celui qu'elle pensait être à son nom. Et techniquement, il l'était, mais pas de la manière qu'elle supposait. Quand voulez-vous agir, a-t-il demandé. Immédiatement, ai-je répondu. Elle prévoit de me prendre par surprise. Je veux être en position de force quand elle essaiera. Et vous êtes sûr qu'elle ne sait rien de tout ça? J'ai hoché la tête. Elle n'a jamais regardé. Elle pensait que le conjoint était toute l'histoire. Ils ont souri comme des loups le font quand quelqu'un entre en boitant seul dans la forêt. À midi, ils avaient déjà déposé les premières notifications, une demande d'évaluation complète des actifs, une déclaration de propriété mise à jour pour la maison. Une motion pour rouvrir la phase de découverte sur un actif d'entreprise dormant que j'avais discrètement racheté il y a 2 ans via un acheteur par avant. Elle n'a jamais fait le lien avec moi. À 13h, j'étais de retour dans ma voiture, le moteur ronronnant doucement, fixant la bruine qui tapotait contre le pare-brise. Je ne m'étais pas senti aussi éveillé depuis des années. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait même jamais pensé à demander, c'est que j'avais gardé un compte ouvert. Un compte qu'elle avait insisté pour que je ferme durant notre première année de mariage parce que ça lui donnait l'impression que je ne lui faisais pas confiance. Alors j'ai menti, j'ai dit que je l'avais fermé, mais je ne l'avais pas fait. J'ai juste changé l'adresse, mis à jour la boîte postale, le laissant reposer comme une graine en hiver. Ce compte a financé les consultations, payé les frais de dossier, acheté le condo sous le pseudonyme de Timberlin, payé l'enquêteur privé qui a documenté 6 mois de retraite de yoga avec un homme nommé Jared, dont la femme pensait apparemment qu'il était en séminaire de leadership dans le Maine. Ce compte était discret, à l'ancienne, transfert manuel, registre manuscrit, une clé physique pour un coffre physique. Elle avait oublié son existence parce qu'elle ne m'a jamais vraiment vu. Elle voyait la version qu'elle voulait. Passif, inoffensif, malléable. Elle avait l'habitude de dire « Tu as de la chance de m'avoir ». Personne d'autre ne tolérerait ta prudence. C'est comme ça qu'elle appelait ça. La prudence. Mais la prudence n'est que de la préparation qui n'a pas encore mûri. Et maintenant, elle était mûre. Je suis rentré à la maison lentement. Elle ne serait pas là. Pilate et brunch avec Jenna, sans aucun doute. Elle ne manquait jamais sa tradition du mardi fête de ragots et de smoothies hors de prix. Quand j'ai franchi la porte, je n'ai pas ressenti de triomphe. Pas encore. Juste quelque chose de plus calme, de plus lourd, comme faire tomber le premier domino d'une longue file. La partie avait commencé, mais je ne jouais plus en défense. Plus maintenant. Mercredi soir, bar à vin du centre-ville, celui avec les planches de fromage hors de prix et cet insupportable éclairage à ampoule Edison qui donnait à tout le monde l'air d'être sur le point de confesser un meurtre. Elle tenait la cour comme d'habitude, les bras gesticulants, le rire trop fort, les yeux cherchant des réactions, pas des amis. Son verre a tinté contre la table alors qu'elle agitait la convocation au tribunal comme si c'était une invitation à une fête. Regardez ça, audience de divorce la semaine prochaine. Il ne se présentera même pas avec un avocat. Trop fier, trop têtu, ou peut-être juste trop fauché. Les rires ont suivi,
sec et répété. Quelques-unes ont hoché la tête avec sympathie. D'autres ont haussé les sourcils, faisant semblant de s'en soucier. Mais Karen a cligné des yeux une fois, lentement. Son verre de vin n'a pas bougé. Elle n'a pas ri. Tu plaisantes, a dit quelqu'un. Elle s'est penchée en arrière, souriant. Non. Il se tiendra là, seul, comme un cerf pris dans les phares. Ça va être tragique. J'ai presque pitié. Presque. La main de Karen s'est déplacée vers son sac à main. Agité, subtilement, mais j'avais déjà vu ce tic, à l'époque où elle avait découvert que son fils trichait en cours de maths avec une application et n'avait rien dit. Le même sursaut, le même délai. Mais ma femme ne l'a pas vu. Elle ne remarquait jamais les petites choses, à moins qu'elle ne porte des talons ou menace de lui faire de l'ombre. J'ai dit à mon avocat qu'il pourrait tout régler en une seule audience. Il a dit que c'était essentiellement de la paperasse. Elle a bu son vin, les yeux brillants comme si elle avait déjà gagné. Karen a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Plus tard dans la nuit, dans une maison qui sentait légèrement la lavande et le mécontentement silencieux, Karen a éteint sa lampe de chevet. Son mari, Tom, se brossait les dents. Elle a attendu d'entendre l'eau s'arrêter. « Tu ne vas pas croire qui est venu au bureau aujourd'hui » a-t-elle dit. Il est sorti, une serviette sur l'épaule. « Qui » Elle a hésité. Marc Jameson. Tom s'est figé. Celui de l'audit État contre Ryland ? Karen a hoché la tête. Il est entré comme s'il savait déjà ce qu'il voulait. A demandé Wesley. Avait tout préparé. Tom a baissé la serviette. Pourquoi ? Karen l'a regardé, la voix à peine un murmure. Sa femme pense qu'il va au tribunal seul. Il y eut une pause. Puis Tom a marmonné, elle va avoir une sacrée surprise. De retour à notre maison, elle est rentrée tard de sa soirée arrosée. Elle a jeté ses talons près de la porte comme un conquérant déposant son épée. Tu aurais dû les entendre, a-t-elle ri, jetant son manteau sur la rampe. Jenna a même proposé de venir à l'audience pour un soutien moral. Je lui ai dit que je n'en aurais pas besoin. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardée pendant qu'elle enlevait ses bijoux comme des couches d'illusion. Elle pensait que c'était son histoire, que tous les personnages n'étaient que des seconds rôles conçus pour applaudir et l'acclamer alors qu'elle se débarrassait de son mari fatigué pour entrer dans un meilleur chapitre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le public avait déjà changé. Que Karen était déjà devenue silencieuse. Que Tom avait déjà passé un coup de fil. Que son histoire n'était pas seulement en train d'être réécrite. Elle était corrigée, couche par couche. L'illusion qu'elle avait construite, celle qu'elle exhibait lors des brunchs et des cocktails, se fissurait. Et elle ne sentait même pas les secousses. Elle pensait que la salle d'audience serait une performance. Elle pensait qu'elle était la star. Mais les projecteurs ont une drôle de façon de révéler ce qui se cache derrière le rideau. Et elle n'avait jamais vérifié le script. Son téléphone a sonné à 7h46, une heure qu'elle réservait habituellement à la lumière du soleil filtré, au lait d'avoine et au défilement lent des réels d'influenceurs tout en prétendant que son monde était en parfait ordre. Elle a ignoré le premier appel, puis le second. Au troisième, elle a soupiré et a répondu. Quoi, a-t-elle lancé. La voix de son avocat est parvenue, dépouillée de la confiance soyeuse qu'elle avait achetée avec une provision de $18 000. Nous avons un problème. Elle a levé les yeux au ciel, enfilant son peignoir en soie. Quoi encore ? Il a finalement engagé son cousin qui a fait un collège communautaire ? Non. Votre mari a engagé Petran & Wolf. Elle s'est arrêtée. Qui ? Petran & Wolf, a-t-il répété comme s'il essayait de parler à quelqu'un ayant un traumatisme crânien. Le cabinet d'avocats prestigieux qui a représenté Lockwood Industries dans leur affaire contre l'État. Ceux qui ont démantelé tout le conseil de réglementation. Ceux qui ont poussé un juge fédéral à prendre sa retraite anticipée. Ce cabinet-là. Elle a cligné des yeux. Attends, tu es sérieux. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ils ont déposé une motion inattendue ce matin. Découverte complète, traçage rétroactif des actifs, audit financier forensique. Elle a ricané, forçant un rire. Ils bluffent. Ils ont joint des documents, a-t-il dit sèchement. 2 SARL, un trust aveugle, des registres de propriété.
Ils ont cartographié toute son empreinte financière et une liste de témoins. La couleur a commencé à quitter son visage. Ça n'a aucun sens. Il n'a pas, je veux dire, il n'a jamais quoi, a sèchement demandé l'avocat. Jamais élevé la voix, jamais aboyé des ordres? On n'a pas besoin d'être bruyant pour être létal, Daniel. Surtout quand on a des relations. Elle s'est assise sur le bord du lit, le téléphone pressé contre sa joue comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ils ne peuvent pas simplement fouiller dans mes finances. Ils le peuvent maintenant, l'a-t-il interrompu. Et ils le font. Ils ne traitent pas cela comme un divorce. Ils le traitent comme une acquisition hostile. Elle a de nouveau cligné des yeux. Mais nous allions juste diviser la maison et les voitures. Ce n'était pas censé être, il l'a interrompu, la voix dure maintenant. Avez-vous, oui ou non, transféré 74 000 $ sur le compte professionnel de votre sœur l'année dernière? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Ils l'ont mentionné dans la motion comme une dissimulation potentielle d'actifs. Elle s'est levée trop vite et a légèrement trébuché. Cet argent était un cadeau. Pas s'il provenait d'un compte conjugal, qu'ils ont déjà tracé avec des eurodatages. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui se débat, Daniel. Vous avez affaire à quelqu'un qui s'est préparé. Dehors, elle a entendu le camion poubelle passer en faisant du bruit. Tout le reste était silencieux. Vous devez venir maintenant, a-t-il ajouté. Nous devons nous préparer avant l'audience. S'ils nous balancent autant de choses si tôt, je ne veux pas découvrir ce qu'ils ont d'autre en pleine séance. Elle a raccroché sans répondre. Elle est allée dans la salle de bain, s'est regardée dans le miroir. Elle avait l'air bien, les cheveux soignés, la police, mais derrière ses yeux, quelque chose avait changé. La certitude qu'elle traverserait le tribunal sans être touchée s'était fissurée. Elle a ouvert le tiroir de sa coiffeuse et a fixé ses rouges à lèvres. Inutile. Maintenant, il ne s'agissait plus d'apparence. En bas, elle a trouvé son vieil agenda, celui qu'elle utilisait pour prendre des notes lors de leur séance de thérapie de couple. Elle ne l'avait pas ouvert depuis des années. Un post-it en est tombé. De son écriture, il ne se bat jamais. Il attend juste. Elle ne se souvenait pas avoir écrit ça. Elle ne se souvenait pas non plus de la moitié de ce qu'elle avait dit lors de ses séances. Mais s'il avait enregistré quoi que ce soit, s'il avait pris des notes, s'il avait classé ne serait-ce qu'une fraction de tout ça, elle savait qu'il l'utiliserait. Pas cruellement, pas par vengeance, juste efficacement. Elle avait dit à tout le monde pendant des mois qu'il était trop passif pour se défendre, qu'il était un fantôme dans son propre mariage. Un homme qui laissait les choses arriver. Ce qu'elle ne s'était jamais demandé, c'était, que se passe-t-il quand le fantôme commence à bouger? Que se passe-t-il quand l'homme que vous avez méprisé décide qu'il n'est pas intéressé par la défaite? Et pire, et s'il n'avait jamais prévu de gagner? Et s'il avait prévu de ruiner? Elle a monté les marches du perron avec des talons trop chers pour le temps qu'il faisait, remontant son sac Louis Vuitton sur son épaule tout en tapant le code de la porte d'entrée. La petite lumière rouge a clignoté. Accès refusé. Elle a réessayé, plus lentement. Le clavier a émis 2 bips, puis a de nouveau clignoté. Verrouillé. C'est quoi ce bordel, a-t-elle marmonné, appuyant plus fort comme si l'électronique se souciait de sa colère. Puis la porte s'est ouverte, non pas parce qu'elle l'avait déverrouillée, mais parce que lui l'avait fait. Il se tenait là, détendu, portant le même pull gris qu'elle avait un jour qualifié de « vieux et ennuyeux ». Son expression ne correspondait ni au temps ni à la tension, juste neutre, indéchiffrable. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, passant devant lui comme si l'endroit lui appartenait encore. « Tu ne peux pas entrer » a-t-il dit calmement. « Mes avocats l'ont conseillé. Tu vas rester au condo. Celui à ton nom. » Elle s'est retournée, les yeux plissés. « Tu as changé les serrures. C'est un bien conjugal, Marc. » Il a hoché la tête. Ça l'était. Jusqu'à l'acte de renonciation que tu as signé en 2011. Sa bouche s'est ouverte pour pousser un cri, mais il lui tendait déjà une feuille de papier, impeccable, fraîchement sortie d'un dossier. Elle la lui a arraché des mains comme si elle risquait de se désintégrer s'il la tenait plus longtemps. Tu bluffes. Vraiment, a-t-il demandé, s'écartant pour la laisser lire dans la même entrée où elle avait l'habitude de jeter son manteau par terre comme s'il était indigne d'elle. Ses yeux ont parcouru le document. Puis à nouveau, plus lentement.
Sa signature la fixait, arrogante et pleine de boucles, de la même manière qu'elle signait des cartes de remerciement sans lire le message. Daté, notarié, classé. Elle se souvenait à peine de cette semaine-là. Ils avaient eu un contrôle fiscal et elle lui avait jeté les papiers à la figure en criant à moitié « Règle ça. Je me fiche de ce que tu fais. Fais-le juste disparaître. » C'est ce qu'il avait fait. « Tu ne m'as jamais dit ce que je signais, » dit-elle doucement maintenant, la voix plus mince qu'avant. « Tu n'as jamais demandé, » a-t-il répondu. « Tu as dit et signe juste pour que je puisse aller au yoga. » Ses yeux se sont portés sur le bas de la page. Sceau du registraire du comté, classé à son nom seul. Pas de copropriété, pas d'ambiguïté. Les murs de sa vie ont légèrement bougé, mais assez pour la déséquilibrer. Elle est entrée quand même. J'ai des affaires ici. Des vêtements, des bijoux. Je ne reste pas dans ce condo. Ça sent l'eau de Javel et les rêves brisés. Il a haussé un sourcil. Alors fais tes valises. Tu as 3 jours. C'est ma maison. Non, a-t-il dit. C'est la maison où tu vivais. La partie est foyer et est morte il y a longtemps. Elle voulait crier, déchirer le document en deux et le lui jeter au visage. Mais même sa fureur ne pouvait éclipser ce qu'elle ressentait à ce moment-là. L'incertitude. Une émotion rare pour quelqu'un habitué à contrôler chaque pièce où elle entrait. Elle s'est tournée vers les escaliers. Je vais chercher mes affaires. Il n'a pas bougé. Mes avocats m'ont conseillé de superviser. Juste les vêtements et l'essentiel. Tout le reste est sous injonction. Tu ne peux pas être sérieux. Mortellement. Elle a monté les escaliers lentement, chaque marche plus lourde que la précédente. Dans la chambre principale, tout semblait pareil. Mais soudain, on aurait dit l'espace de quelqu'un d'autre, comme un hôtel que vous quittez mais dans lequel vous vous attardez, en prétendant qu'il vous appartient encore. Elle s'est assise sur le bord du lit et a ouvert un tiroir. Son collier préféré, disparu. Probablement déjà déplacé. Ou peut-être n'avait-il jamais été à elle pour commencer. Elle l'avait juste porté assez longtemps pour l'oublier. En bas, il était silencieux. Pas de bruit de pas, pas de jubilation, juste l'attente. Et cela l'effrayait plus que tout, parce que ce n'était pas une question d'ego. Ce n'était pas une question de démonstration de pouvoir, de dispute ou d'affrontements émotionnels. C'était calculé. Et si la maison n'était que le premier domino, quel était le suivant? Elle a refermé le tiroir. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait rien à dire. Pas de remarques sarcastiques, pas de roulement des yeux, juste le son de sa propre respiration dans une pièce qu'elle ne possédait plus. Le verre de vin tremblait dans sa main alors qu'elle se tenait près de la fenêtre du condo, regardant les lumières de la ville se brouiller contre la vitre. Ce soir devait être un tour de victoire. Un long bain, un peignoir, quelques dernières notes avec son avocat. Au lieu de cela, il était 22h43 et son 4e verre de Pinot restait intact. Elle avait répété ses répliques, les avait pratiquées devant le miroir comme une plaidoirie finale. Mais maintenant, le silence du condo la rongeait. Le genre de silence qui ne semblait pas vide. Il semblait calculé. Elle a pris son téléphone et a fixé son nom. Marc. Pas d'émoji, juste Marc. Elle a appuyé sur appeler. Sonnerie. 1, 2, 3. Messagerie vocale. Elle a raccroché avant le bip. Elle a réessayé. Même résultat. Encore. Messagerie vocale. À la 4e tentative, elle a finalement laissé un message. Sa voix, un mince mélange de décontraction forcée et de quelque chose d'acide en dessous. Salut, je voulais juste qu'on parle avant demain. Ça n'a pas besoin de devenir dramatique. Je pense qu'on peut encore être civilisé. Elle a fixé le téléphone comme s'il l'avait trahi, puis a ouvert ses contacts et a fait défiler. Elle a hésité sur le nom de Claire Jameson, sa sœur. Elle avait toujours toléré Claire comme on tolère un voisin bruyant. Poliment et à distance. Elle a appuyé sur le nom. 2 sonneries. Allô? C'est moi, a-t-elle dit. Salut. Je me demandais si tu avais des nouvelles de Marc. Il ne répond pas, silence sur la ligne. Puis Claire a parlé, sa voix plate. Il t'avait dit de ne pas l'humilier publiquement. Tu n'as pas écouté.
La mâchoire de Daniel s'est crispée. Il ne s'agit pas d'humiliation. Il s'agit d'être réaliste. Il n'est pas fait pour ce genre de combat, Claire. Claire a ri doucement. Tu penses que c'est un combat? Je veux dire, il n'a pas l'estomac pour les batailles de prétoire. Il n'a même jamais élevé la voix. Il se fiche quand il y a une confrontation. Une pause. Tu ne l'as jamais vraiment connu, n'est-ce pas, a dit Claire. Daniel a serré le bord du comptoir. Ne sois pas dramatique. Il n'a jamais été du genre à quoi, l'a interrompu Claire. À se défendre? Tu as raison. Il ne l'a pas fait. Pendant des années. Tu t'es assuré de ça. La voix de Daniel s'est légèrement brisée. Je ne l'ai pas rendu faible. Non, a dit Claire. Tu t'es juste convaincu qu'il l'était. Le silence s'est étiré. Claire a continué, la voix plus basse maintenant. Il ne t'ignore pas parce qu'il a peur. Il t'ignore parce que tu es sans importance pour la partie de sa vie qui compte maintenant. Il t'a donné 1000 chances de le traiter comme une personne. Tu l'as traité comme un élément du décor. Daniel a dégluti difficilement. Je ne veux pas que ça se termine mal. C'est déjà le cas, a répondu Claire. Tu ne l'as juste pas encore réalisé. La ligne est devenue silencieuse. Daniel est resté figé, la pièce soudainement plus froide qu'un instant auparavant. Elle s'est dirigée vers le miroir dans le couloir, le même endroit où elle vérifiait son maquillage chaque matin depuis des années. Mais ce soir, elle ne se ressemblait pas. Pas la femme confiante au sourire parfait et au charme étudié. Juste quelqu'un pris au dépourvu par une histoire qu'elle pensait avoir écrite. Elle a allumé la télévision pour noyer le silence. Rien n'y a fait. Elle a rejoué l'appel dans sa tête. Tu ne l'as jamais vraiment connu. Elle a repensé, à chaque moment où il avait discrètement réparé ses dégâts. Jamais plein, jamais explosé. Il s'était juste adapté, avait aplani les frictions, absorbé son acidité comme une éponge absorbant du verre. Et que se passe-t-il quand une éponge arrête d'absorber? Elle coupe. Demain devait être une formalité. Elle entrerait, prendrait le contrôle, repartirait avec son récit intact. Mais maintenant, elle n'en était plus sûre, car pour la première fois de leur mariage, il ne réagissait pas. Il orchestrait. Le palais de justice sentait le vieux papier et l'arrogance. Elle est entrée avec son avocat à ses côtés comme un garde du corps personnel, les cheveux coiffés à la perfection, ses talons claquant comme le métronome de quelqu'un sur le point de gagner quelque chose. Elle avait choisi une robe gris doux, appropriée pour le tribunal mais chère, car les apparences comptaient, surtout aujourd'hui. Il était déjà assis à la table de l'intimé, seul. Pas de dossier, pas d'ordinateur portable, pas même un bloc-notes. Juste lui, portant la même veste bleu marine sobre dont elle avait un jour dit qu'elle lui donnait l'air d'un directeur d'école à la retraite, assis calmement, les mains croisées. Ni nerveux, ni suffisant, juste immobile. Son avocat, Curtis, s'est permis un demi-sourire. Aucune représentation listée de leur côté, a-t-il marmonné avec la satisfaction d'un homme qui vient de repérer un animal blessé dans la nature. Ça ne prendra pas longtemps. Elle a regardé son mari, a eu un sourire en coin et s'est penchée vers lui. Je t'avais dit qu'il viendrait seul. Le juge est entré. Levez-vous. Tout le monde s'est levé. Formalité, hochement de tête, courbette. Le greffier a lu le numéro de l'affaire comme si cela avait de l'importance. Le juge a baissé les yeux. Monsieur Jameson, vous représentez-vous vous-même aujourd'hui? Il a levé les yeux calmement. Non, votre honneur. Curtis s'est penché en avant, ouvrant son dossier à la page marquée « Dossier procès, aucune représentation ». Il a chuchoté, il n'a pas déposé de substitution d'avocat. J'ai vérifié à nouveau ce matin. C'est alors que c'est arrivé. Les portes du fond se sont ouvertes. 3 silhouettes sont entrées. Des costumes gris anthracite assez affûtés pour trancher le béton. Des chaussures polies à un niveau de brillance digne d'un tribunal. Chacun portait un classeur en cuir épais d'intention. Celui du milieu, plus grand, plus âgé, plus délibéré, s'est dirigé directement vers le banc sans la regarder. Il a tendu une carte au juge, a chuchoté quelque chose. Les sourcils du juge se sont légèrement levés. Le sourire de Curtis a disparu. Daniel a cligné des yeux. Une fois, 2 fois.
Qui diable? Le juge a parlé. La cour reconnaît Maître Braden Wolf, Wesley Crane et Natasha Rowe, du cabinet Peutran & Wolf, comme représentants de l'intimé. Dûment déposé ce matin. Procédure accélérée en vertu de la règle 6.42. Curtis a bafouillé. C'est impossible. Il n'y avait aucune trace de motion cette semaine. Aucun avis de comparution. Maître, l'a interrompu sèchement le juge, vous aurez le temps de répondre après les déclarations liminaires. La gorge de Daniel s'est asséchée. Braden Wolf. Elle connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. L'homme dont le contre-interrogatoire avait un jour fait pleurer un milliardaire. Le cabinet qui ne prenait pas les affaires de divorce à moins que la liste des actifs n'ait son propre conseiller financier. Ils se sont assis à côté de Marc, pas derrière lui, pas en attendant, comme s'ils avaient toujours fait partie du tableau. Elle a de nouveau regardé son mari. Même veste, mêmes yeux calmes, mais maintenant il semblait différent. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce que tout ce qui l'entourait avait changé. Curtis s'est penché vers elle, la voix un murmure. Maintenant, vous m'avez dit qu'il ne pouvait pas se payer d'avocat. Elle n'a pas répondu. Braden Wolf a ouvert son classeur comme s'il décelait un coffre-fort. Votre honneur, nous allons soumettre 2 requêtes d'urgence avant de procéder. L'une concernant la validité des déclarations d'actifs au dossier. La seconde concernant la dissimulation potentielle de fonds du patrimoine conjugal. Daniel a sursauté. Le juge a hoché la tête. Procédez. Curtis a de nouveau chuchoté. Avez-vous caché quelque chose? Quoi que ce soit. Non. Peut-être. Juste des petites choses. Des transferts? Des bijoux? Ça n'a pas d'importance. Mais elle ne se croyait pas. Braden a continué à parler, calme et clair, citant des numéros de clauses comme des écritures saintes. Son pouls battait derrière ses yeux. La salle d'audience, qui semblait si petite et gérable quand elle était entrée, semblait soudain caverneuse. Le banc du juge plus haut, les murs plus larges, son avocat, d'une manière ou d'une autre, plus petit. Et Marc avait l'air d'avoir vieilli à l'envers. Il y avait maintenant un poids derrière ses yeux. Une intention, un contrôle. Elle s'est agitée sur son siège. Les talons qui semblaient si puissants ce matin lui rentraient maintenant dans la peau. Le sourire en coin qu'elle avait arboré toute la semaine, celui qu'elle avait répété devant un miroir comme le salut d'un politicien, a disparu. Personne ne lui avait dit que les règles avaient changé. Personne n'avait eu à le faire. Elle l'a vu dans les costumes. Il n'était pas venu seul. Il était venu armé. Et l'audience ne faisait que commencer. La salle d'audience ne ressemblait plus à une salle d'audience. Elle ressemblait à une table de dissection. Elle était le spécimen, et Braden Wolf était le scalpel. Il a commencé lentement, toujours lentement. Il a ajusté ses lunettes, a tourné une page et a dit, parlons de la pièce à conviction 17B, Madame Jameson. C'est un message que vous avez envoyé dans une discussion de groupe intitulée Les sorcières du vin. Correct? Daniel a jeté un coup d'œil à Curtis. Sa mâchoire était serrée. Les narines dilatées. Elle a hoché la tête une fois, veillant à ne pas paraître nerveuse. Braden a continué, dans ce message, vous écrivez, et je cite, c'est un poids mort. Il n'apporte rien d'autre qu'un salaire, et il ne sait même pas que c'est moi qui déplace tout l'argent. Objection, s'est levé Curtis. Votre honneur, pertinence? Le juge n'a pas scié. Rejeté. Cela témoigne de l'attitude de la requérante envers l'intimé et de sa gestion des finances conjugales. Continuez, Maître Wolf. Braden a hoché la tête poliment, puis a glissé une autre feuille en avant comme s'il posait une carte à jouer dans une très longue et très brutale partie de poker. Pièce à conviction 20D. Un virement de votre compte joint vers une entité commerciale intitulée Clay & Moss Interior, qui, si je ne me trompe pas, est enregistrée au nom de votre sœur. Daniel s'est agité. C'était un cadeau. Elle rénovait. Braden a levé la main. Jamais fort, jamais pressé. Nous avons également un mémo vocal que vous avez envoyé à votre sœur. Horodaté 3 jours avant le transfert. Dedans, vous dites, je cite encore, je le ferai passer par Clay & Moss. Il ne le saura pas.
Ce n'est pas comme s'il lisait les relevés bancaires. Curtis a failli renverser son verre d'eau. Votre honneur, c'est inadmissible. Conversation privée, pas de mandat, pas de... L'audio a été soumis volontairement par la sœur de Madame Jameson lors de la découverte préalable au procès, a interrompu Bradan. Il a été extrait d'un fil de discussion familiale. Pas un enregistrement privé. Rejeté à nouveau. Daniel sentait son visage chauffer. Pas la rougeur élégante à laquelle elle était habituée, mais quelque chose de plus laid. L'humiliation en haute définition. Bradan a tourné la page. Passons à la pièce à conviction 31A. Une story Instagram publiée il y a 3 mois vous montrant dans un complexe hôtelier à Cabo. Vous taguez un homme nommé Jared sous la légende, enfin, avec quelqu'un qui me comprend. Elle s'est redressée. Ce n'était pas. C'est un ami. Nous avons une déclaration notariée de la femme de Jared confirmant la nature de votre relation, a répondu Bradan sans lever les yeux. Elle a également fourni des relevés de cartes de crédit qui correspondent aux dates et aux frais de chambre à votre nom. Le silence dans la pièce pulsait. Curtis s'est penché, chuchotant, « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de Jared ?»« Je ne pensais pas que ça avait de l'importance, » a-t-elle sifflé. Ça en a maintenant. Bradan a changé de tactique, comme s'il avait senti la faiblesse. Madame Jameson, avez-vous, oui ou non, envoyé cet email à votre comptable l'automne dernier pour demander une stratégie de liquidation d'un fonds commun de placement détenu conjointement sans en informer votre mari? Il a brandi l'email. Elle a dégluti. Oui ou non? Je l'ai fait, mais ce n'était pas malveillant. C'était il a posé la pièce suivante. Ce tableur, également soumis par votre comptable, répertorie des achats de bijoux, de vêtements haut de gamme et des frais de voyage, tous débités du compte conjugal, mais livrés à l'adresse de votre mère. Curtis s'est de nouveau levé. Votre honneur, c'est clairement un assassinat de caractère. Maître, l'a interrompu le juge, les choix financiers de votre cliente sont au cœur de cette affaire. Objection rejetée. Daniel a essayé de respirer, mais c'était comme aspirer de l'air à travers une paille. Les murs se refermaient, mais la pièce n'avait pas changé de taille, seulement sa place dedans. Chaque phrase prononcée par Bradan était clinique, propre et irréversible, comme regarder un accident de train au ralenti. Mais elle était le train, la voie et les débris. Derrière elle, elle a entendu des murmures onduler dans les rangées. Des gens qu'elle ne connaissait pas, ou pire, des gens qu'elle avait oublié connaître. Une femme, 3e rangée, carré rouge court, lui a fait un signe de tête désapprobateur. Elle avait travaillé à la réception avec elle dans la vingtaine. Daniel l'avait renvoyée pour être trop douce. Un autre murmure, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un ancien collègue. Elle l'avait un jour qualifié de poids mort sur un canal Slack qu'elle pensait privé. Bradan avait une copie de ça aussi. Bien sûr qu'il l'avait. Daniel s'est tourné vers Marc. Il n'avait pas l'air suffisant. Il avait l'air distant. Détaché, comme si la seule chose qu'il reconnaissait en elle était une étiquette de mise en garde. Le sourire en coin avec lequel elle était entrée au tribunal avait disparu. Maintenant, c'était juste elle, sous serment, avec ses propres mots tordus en couteau. Et Bradan faisant juste ce pourquoi il était payé. La défaire, fil par fil. Le moment où c'est arrivé n'a pas été accompagné d'un grand bruit. Pas de marteau qui claque, pas de voix qui s'élève, juste le léger bruissement des blocs-notes juridiques et l'emprise resserrée d'une salle d'audience qui se dérobait soudain sous ses pieds. Bradan Wolf se tenait là, calme comme toujours. Votre honneur, conformément à la section 21C du Code civil, nous souhaitons soumettre une requête d'urgence pour le gel des avoirs, sur la base de nouvelles preuves divulguées lors des débats de ce matin. Curtis a sursauté à côté d'elle. C'est absurde. Vous ne pouvez pas nous sortir ça en pleine audience. Ils le peuvent si cela implique une activité financière offshore et une dissimulation potentielle, a dit le juge sèchement. Laissez-moi voir les pièces. Bradan a remis un classeur élégant, pas épais, juste lourd. Le juge l'a parcouru pendant 30 secondes qui ont semblé endurer 100. Requête accordée. Avec effet immédiat. Tous les comptes associés à la requérante seront gelés, en attente d'un examen forensique complet. Daniel s'est retourné sur son siège, la tête pivotant comme si on lui avait tiré la queue de cheval. Quoi, a-t-elle haleté. Ce n'est pas possible. Mon compte courant, ma carte de crédit, tout,
a répondu le juge sans lever les yeux. Jusqu'à ce que cela soit clarifié. Curtis s'est penché, sa voix un murmure enfoui dans un tremblement. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé des virements aux Bahamas? Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée. Ils étaient légaux. C'était il y a des années. Il n'a pas scié. Et maintenant, ils sont admissibles. Elle voulait crier, non pas contre lui, mais contre tout. Le juge, la salle, le fait que Marc restait immobile, ne jubilait pas, ne la regardait même pas. Il observait simplement, comme si tout se déroulait exactement comme prévu, parce que c'était le cas. Curtis feuilletait frénétiquement ses dossiers. Nous n'étions pas préparés à ça. Nous n'avons pas divulgué ces transferts parce que nous ne pensions pas, vous ne pensiez pas que vous perdriez, a dit Bradan, la voix à peine un murmure. C'est toujours l'erreur. Daniel s'est levé à moitié, comme si sa taille pouvait inverser la décision. Ces comptes sont mon gagne-pain, mes clients, mon entreprise, mes dépenses. Le juge l'a regardé directement pour la première fois de la journée. Alors peut-être auriez-vous dû être plus transparente dans vos déclarations. Asseyez-vous, Madame Jameson. Le poids de ces mots a frappé ses genoux. Elle s'est assise. Son avocat ne ressemblait plus à un conseiller. Il ressemblait à quelqu'un essayant de retenir du sable dans un tamis. Mon Dieu, a-t-il marmonné pour lui-même. Nous n'avons même pas fini les témoignages. Daniel a fixé la table, clignant rapidement des yeux comme si ses larmes n'étaient que des allergies. Du coin de l'œil, elle a vu Bradan chuchoter quelque chose à Natacha Rowe. Natacha a hoché la tête et a passé une note au greffier. Plus de requêtes, plus de coups. Elle se vantait que Marc ne pouvait pas survivre sans elle, qu'elle était celle qui rapportait l'argent, le visage, l'esprit d'entreprise. Elle disait à ses amis, fort et souvent, qu'il n'était qu'un salaire dans un gilet en tricot. Maintenant, son application bancaire ne se chargeait même plus. Dehors, dans le couloir du palais de justice, ça bourdonnait. Elle les a entendus avant de les voir. Des journalistes, pas beaucoup, mais assez. Les affaires de divorce n'étaient généralement pas leur tasse de thé, à moins qu'ils ne sentent l'odeur du sang. L'un d'eux a murmuré son nom dans un téléphone, suivi de l'expression « scandale des virements aux Bahamas ». Son estomac s'est tordu. Elle s'est retournée vers Curtis. « Réglez ça. »« Je ne peux pas », a-t-il lancé. « Ce n'est pas un problème de relations publiques, Daniel. C'est un problème de « vous ne m'avez rien dit qui aurait pu vous sauver ». Elle a regardé autour d'elle, la salle d'audience, Marc, ses mains. Elle avait autrefois une confiance manucurée, une assurance acrylique. Elle portait le pouvoir comme un parfum. Cher, écrasant et impossible à ignorer. Maintenant, elle essayait de se souvenir si elle avait assez d'argent liquide dans son sac pour rentrer en Uber. Elle ne se battait plus pour le contrôle. Elle essayait de survivre aux décombres d'une guerre qu'elle avait commencée et dont elle ignorait qu'il l'avait déjà terminée. La salle d'audience était silencieuse, mais pas de la même manière qu'auparavant. Ce n'était pas le silence tendu des arguments attendant d'éclater. C'était plus froid maintenant, comme les séquelles de quelque chose déjà détruit. Le juge a ajusté ses lunettes, s'est éclairci la gorge et a commencé à lire la décision avec le détachement clinique de quelqu'un annonçant une nouvelle qu'il savait inévitable. Dans l'affaire Jameson contre Jameson, la Cour constate que la requérante a, à plusieurs reprises, omis de divulguer des informations financières essentielles, a dénaturé la propriété des actifs et a adopté un comportement non conforme aux obligations fiduciaires pendant le mariage. Daniel a serré les mains jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle pouvait sentir chaque battement de cœur dans sa gorge. Le juge a continué, pension alimentaire refusée. Partage des biens pondérés en faveur de l'intimé en raison des conclusions de l'expertise forensique. Les biens partagés, y compris la résidence principale, les véhicules et les parts sociales déposées sous une société commune, sont attribués à l'intimé. Curtis ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Il fixait droit devant lui, comme un homme qui avait été frappé si fort que son cerveau n'avait pas encore rattrapé le coup. Daniel a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pas de protestation, pas d'objection, rien. Sa gorge était sèche, ses paumes moites, ses yeux fixés sur le juge comme si elle l'avait peut-être mal entendu, mais les papiers ne mentaient pas. La greffière lui a remis une copie imprimée du jugement final. 8 pages, dense, brutale, définitive. En bas, sous le dernier paragraphe, en majuscule, décision finale,
non négociable, sans appel possible. Son souffle s'est coupé. Un son étranglé s'est échappé du fond de sa gorge. Elle s'est tournée vers Marc, les larmes aux yeux. Pas par amour, ni par remords, mais par quelque chose de plus pathétique. Le désespoir. Elle s'attendait à ce qu'il ait l'air suffisant, qu'il sourie, qu'il dise quelque chose de cruel, de victorieux. Il n'a rien fait de tout cela. Il s'est levé tranquillement, a redressé sa veste, a fait un signe de tête à ses avocats, puis est sorti. Pas de mots, pas de théâtralité, juste le clic lourd et résonnant de la porte se refermant derrière lui. Dehors, à travers les hautes fenêtres, elle a vu une voiture noire élégante s'arrêter. Le chauffeur est sorti, a ouvert la portière arrière. Marc est monté, la portière s'est refermée, la voiture est partie, et juste comme ça, il avait disparu. Pas de regards insistants, pas de doigts d'honneur, pas de jubilation, car pour lui, ce n'était pas une vengeance. C'était une libération. De retour dans la salle d'audience, Daniel se tenait seul devant une table couverte de pièces à conviction qui avaient démantelé sa vie. Page par page. Les journalistes étaient partis. Même Curtis remballait ses affaires, trop embarrassée pour la regarder. Elle s'est effondrée sur la chaise en bois, le jugement tremblant dans sa main, lisant la dernière ligne encore et encore, comme si elle pouvait changer. Sans appel possible. C'était fini. Elle l'appelait un fantôme. En fait, il était une ombre, et elle avait passé des années à se moquer de lui pendant qu'il attendait le moment parfait pour entrer dans la lumière.